Mathieu Tulissi-Gabbard est avec nous. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Tu sors un livre chez Gallimard qui parle de foot. Déjà, un livre qui parle de foot chez Gallimard, c'est rare. Ouais, c'est ça. Elle s'appelle Footboy au pluriel et c'est une plongée dans, j'allais dire, l'enfer des centres de formation. Parce que tu as été toi-même dans un centre de formation à Montpellier. Exactement. En l'occurrence. Donc, tu racontes cette aventure qui s'est mal terminée pour toi. Et alors, nous, on raconte souvent que les centres de formation, bah oui, c'est aussi des machines parfois à éjecter les gamins, parfois tôt, c'est dur, parce que les gamins, ils pensent qu'au foot, ils pensent pas à l'après, c'est dur pour le gamin, les parents savent pas trop quoi faire. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais on va parler de ton expérience, parce que ça va être assez éclairant. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, dans les grandes lignes, ton parcours de jeune footballeur ? Ben ouais, moi je jouais tranquillement dans mon petit FC Garches de région parisienne. J'ai été repéré à l'âge de 12 ans par Saint-Étienne. Mes parents et mon entraîneur de l'époque, qui connaissait un petit peu l'entraîneur, le milieu, m'a dit « T'as pas besoin de partir si jeune ». Ils m'ont mis au FC Versailles. Et du FC Versailles, après, j'ai eu plein de clubs. Là, tu as joué avec Ben Arfa ? Ouais, c'est ça. C'est ça, qui lui était à Clairefontaine et qui venait jouer avec nous le week-end. Et aussi à Saint-Étienne, le premier repérage que j'ai fait à 12 ans, j'étais dans la voiture avec Ben Arfa pour le recrutement et on a joué l'un contre l'autre à Saint-Étienne. Il était déjà plus fort à 12 ans ? Incroyable. Il avait déjà ce génie, cette technique de ouf, c'était magnifique. Ouais, t'en parles de Ben Arfa parce que on y reviendra tout à l'heure. Okay. C'est assez intéressant. Ça roule. Et donc voilà, à 14 ans, il y a Montpellier-Capelle et je pars à 15 ans au centre de formation de Montpellier. 15 ans. Quelle génération ? C'est 2001. Moi à 86. Donc il y a qui ? Il y a Cambon. Cédric Cambon, ouais, qui a joué à Evian, c'est ça exactement. Il y a Mohamed Chakouri, qui a joué en Belgique. Il y a Steven Cohen qui a joué en Espagne. Et voilà un peu dans ceux qui ont... C'est pas une promo de ouf. Pas tant. Il y a Geoffrey Jourdain qui est une année au-dessus ou en dessous. Exactement, qui arrive. On est la même année, mais lui, il arrive l'année d'après. On a joué un tournoi ensemble. Voilà. Cela dit, tu dis ça, Daniel, mais c'est intéressant parce que dans le livre, on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a c'est logique, une déperdition telle en termes de pourcentage de gens qui sortent que c'est pas si étonnant que ça qu'il n'y ait pas tant de noms à citer par exemple sur ta promo, parce qu'on dit 80-20, enfin tu dis 80% qui est éjecté. Ouais. À mon avis même, on est sans doute un peu au-delà parce qu'il y a des gens qui en vivent mais pas forcément au niveau Ligue 1, Ligue 2. 95-5. Ouais. J'ai pris les chiffres, c'est les chiffres, je ne sais plus exactement où je les ai trouvés, mais je crois que c'est des chiffres de la Fédé ou un truc comme ça. Non, mais c'est pas 80-20. Ouais, mais peut-être qui deviennent pro, mais après de là à jouer avec Montpellier en Ligue 1, c'est pas pareil. Exactement. Tu peux être, de ceux qui entrent en centre de formation et qui signent pro. Voilà. Il y a 80, mais après tu peux jouer un ou deux matchs et après tu te blesses. Voilà, oui. Mais bon, 95-5, ça me paraît aussi pertinent. Juste par étapes, quand tu quittes la région parisienne, donc le cocon familial pour aller à Montpellier, comment ça se passe ? En gros, dès le premier jour, c'est compliqué. Bon, en fait, voilà, je quitte mes amis, ma chienne, mes parents et tout ça. J'arrive là-bas, déjà, on choisit pas. T'es ado, hein, bon voilà. Ado, c'est ça. 15 ans, moi, je commençais à être amoureux et tout ça, donc je quitte aussi mon amoureuse. Enfin, il y a tout un truc aussi de rupture compliquée, quoi. Et en fait, j'arrive là-bas. On choisit pas dans quelle chambre on est. Le coach nous dit, c'est lui qui choisit. Toi, tu seras avec telle personne. Donc du coup, mon collègue de chambre, Rémi, pendant 3 mois, on s'insulte, c'est vénère. Lui, il était au centre de préformation de Vichy. Et j'en parle dans le livre. Il y a son témoignage. C'est très intéressant, son témoignage aussi dans le violent. Il prend cher là-bas. Alors que lui, c'est encore plus jeune que toi, parce que préformation, c'est 13 ans. C'est ça. 13 ans. Et il arrive, moi je le trouve, dans ma chambre, il est ravagé, le gars, quoi. Il est ravagé. Il le dit, moi je suis devenu un monstre. Il était hyper bon à l'école. Il faisait du latin à 12 ans. Il arrive à Montpellier, c'est un cancre. Enfin, c'est un cancre, lui-même le dit, quoi. Il est pas bon à l'école. Et c'est ce que tu montres d'ailleurs, enfin, dans ces deux exemples, le tien d'abord et le sien, là, les deux premiers, mais le sien est assez étonnant parce que assez dur, parce que on parlait de 15 ans, mais là, la préfo, c'est avant. Donc, les gamins, tu les sors de leur cocon familial très tôt, et en fait, ça devient, ce qui est assez marrant, c'est que tu dis le fait d'être qu'entre garçons, beaucoup aussi, il y a une violence, il y a du bizutage, qui est un truc, un non-dit total apparemment. Des chasses à l'homme tous les jours, tous les soirs. C'est absolument hallucinant. Qui se frappe, il y a un gamin qui se pète le poignet suite à une des bastons dans le bizutage. Donc maintenant, tous ces trucs-là sortent aujourd'hui, mais à l'époque, ça semblait être normal. Et les parents ne sont pas au courant évidemment de tout ça. Exactement. Il y a un truc hyper compliqué que moi j'essaie de pointer dans le livre, c'est qu'en fait, les parents perdent l'éducation de leur gamin dès l'âge de 13 ans. Et ils sont censés le confier à une institution qui, selon moi, est totalement défaillante. C'est-à-dire, nous, en fait, la personne qui s'occupe de nous, c'est le coach. C'est pas un éducateur. En plus, quand on connaît comment à la FFF... c'est censé un train. C'est censé, mais quand on voit à la FFF, c'est notamment le témoignage de Pépé dans le livre, comment ils donnent les diplômes. Pour les anciens pros, ils donnent les diplômes les yeux fermés, avec des anti-sèches que la FFF donne aux pros. Et Pépé, qui a pas été pro, qui avait beaucoup de talent, j'en parle dans le livre, il fait des exercices de ouf et tout ça.
Lui, il est humilié, il est rabaissé, on lui baisse ses notes, quoi. Donc après, c'est pas étonnant de voir les entraîneurs qui arrivent. Moi, je jette pas la pierre aux entraîneurs, aux individus et tout ça. C'est l'institution aussi qui confie des enfants, 20 enfants, 15-20 enfants, à une personne qui n'est pas capable de les gérer. Comment s'est passé ton suivi scolaire? Moi, ça va. Ça va, moi, j'étais bon à l'école. Pendant Montpellier, ça va, j'ai maintenu le truc. Mais ceci dit, j'ai galéré pour rentrer après. Bon, moi, j'ai arrêté au bout d'un an, dégoûté du foot. Je me suis dit, voilà. Ça, on va y revenir. Ouais, On va y revenir. Ouais. Et en gros. Pendant le centre de formation, il y avait un vrai suivi scolaire où tout le monde où alors on s'en foutait de tes notes, personne ne regardait. Non, alors. C'est un peu complexe ça. En gros, il y a un suivi scolaire, il y a des études. Moi, je me rappelle, le coach m'a demandé, parce que Rémi galérait. Tu étais en quelle classe du coup? Tu devais être en quelque chose comme. J'entre en seconde. En seconde, voilà. J'entre en seconde. Je quitte le collège, passage au lycée. Mm. Et le coach me demande est-ce que tu peux aider Rémi à faire les devoirs et tout ça. Donc le coach quand même faisait un peu attention au niveau scolaire. Mais après, le niveau dans un lycée privé sous contrat en centre-ville est pas ouf. C'est vraiment pas un super niveau. Et c'est un truc qui est hyper vanté, on va dire, par le centre de formation, de dire c'est hyper important, la scolarité et tout ça. Mais au final, ils font un peu attention, mais pas tant. Ouais, Rémi, c'est un peu mytho, quoi. Ouais, Bon, mais ouais, alors, ils nous vendent du depuis- rêve. Ils nous vendent du rêve. Sur les 10 dernières années, il y a eu énormément de progrès Oui, ça a et beaucoup les clubs changé. ont voulu faire très 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 attention parce qu'il y avait eu énormément de dérives. Il y a 10 ans de ça, on avait raconté, notamment à son Daniel, que. C'était il y a 20 ans, moi. Il y a 10 ans de ça, on avait raconté qu'il y a toute une génération de Oui. jeunes à l'OM. Il n'y en a pas un qui avait le bac. Oui. Ce qui est Là, plus le cas. maintenant- Là, maintenant- aujourd'hui, c'est plus le cas. là, Ouais, maintenant, même sur les années, ils Là, ont tous là, le maintenant, bac. ils le mettent en priorité. Ouais. Dire qu'ils le font bien, pas toujours, et ça dépend des clubs. Mais on va dire que le bac et faire en sorte qu'il y ait un encadrement qui évite les dérives qu'a pu connaître Mathieu depuis une dizaine d'années. En tout cas, on essaye. C'est de loin d'être parfait, mais on essaye de faire réellement attention. Ton livre, moi, je le trouve très intéressant et en même temps parfois très gênant parce qu'il est écrit avec beaucoup de violence. Dans un style hyper direct, un style presque parlé. C'est ça aussi qui le rend intéressant parce qu'on se dit, bah, c'est un gamin qui arrive, centre de formation et tout. Et quand je dis gênant, c'est parce que, en fait, je me dis, est-ce qu'à un moment, quand tu écris, tu prends du recul et avec des années en arrière, tu tapes très fort sur tes souvenirs? Ou est-ce que c'était déjà ton sentiment quand tu arrives? Parce que normalement, entrer dans un centre de formation, pour un gamin qui a 15 ans et qui joue au foot depuis 10 ans, ben, c'est l'aboutissement. À fond. C'est le rêve. C'est le rêve C'est de le ouf. premier truc, surtout globalement poussé par les parents qui se disent bah, mon gamin, il va peut-être, avec tous les rêves qu'il y a autour et tout ça. Toi, tu étais comment hein? Mais je lisais quand je lisais les premières pages, je disais mais attends. Lui, en fait, il était comment quand il est entré? Il en rêvait ou il vivait ça comme un cauchemar? Moi, quand j'arrive là-bas, c'est mon rêve depuis que je suis gamin. Je suis trop content, je veux gagner la Ouais, mais Coupe du quand Monde. t'en parles de façon très dure. À fond. Mais et je te Ouais, dis, parce que très vite, C'est ça. apparemment, tu ripes. dès le premier jour, Que tu tapes sur votre premier L'histoire coach des et tout, crampons, là, tu lui dis, c'est- parce que t'as oublié tes crampons, il te pourrit, tu lui dis, gros con. Enfin, Voilà. tu te dis dans ta tête c'est ce ça que une t'aurais fiction. aimé lui dire. Exactement. Mais tu sais pas ce que tu lui dis. Mais tu dis dans ma tête, j'ai envie de lui dire, mais gros con, c'est vous qui deviez me les fournir. Vous avez dit que vous Exactement. les fournir. En fait, vous n'êtes pas venu avec. Il me rabaisse, Donc, il me fait payer le truc et tout ça pour rien. Et moi, en fait, ça, moi, j'arrive avec tous mes rêves, je vois ça, je ressens ça. J'ai pas les mots, moi, je suis adolescent, je sais pas trop comment m'exprimer. Je ressens ça, pour moi, ça me braque déjà. Ce truc d'humiliation, ça me va pas, ça me braque. Après, il y a plein d'autres faits aussi, des sortes de menaces. Allez, si tu n'arrives pas à finir ça, tu vas pas rentrer. Si tu finis pas, si tu vas pas au bout de ta course, tu rentreras peut-être pas que chez toi t'es le pas fait week-end. pour ça. Bah écoute, en tout cas, moi, c'est intéressant, c'est-à-dire que moi, j'avais une sensibilité et qui a fait que j'en suis parti. Ce qui est intéressant maintenant, que je sois fait pour ça ou pas, ça me permet en tout cas de noter comment ça se passe. Et j'ai acquis les armes de l'écriture qui me permettent de dire maintenant dans un livre qu'est-ce qu'on vit, qu'on ait réussi ou qu'on n'ait pas réussi. En fait, les pros, quand tu creuses avec eux, j'ai pu discuter avec quelques pros, on a vécu les mêmes choses en fait, qu'on n'ait pas réussi. Traumatisme aussi. Ouais. C'est ça, des pratiques autoritaires, de menaces, d'humiliation, de chantage et de mensonges des institutions qui mentent aux joueurs, Il qui y a beaucoup, il infantilisent. y a pas que ça. Il y a beaucoup de thèmes. Moi, j'ai listé plein de thèmes que tu abordes et qui Alors, effectivement. À ce stade de la discussion, courte pause. Hein, voilà, donc réfléchissez bien à l'avenir de vos enfants. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Hein, parce que ce sera peut-être un Ah des ouais, bilans mais tu peux de pas leur l'affaire. dire de pas poursuivre leurs rêves. Quoi. Eh, bon. Non, c'est vraiment un thème ça. C'est Et c'est on va en c'est parler. peut-être l'histoire Vraiment. aussi de l'âge. À quel âge tu peux effectivement. Et on continue lâcher les tes discussions enfants. avec Mathieu Ouais, dans et comment quelques prendre instants. soin du rêve quoi. Mais, Je rappelle c'est le pas livre que le foot, Footboy au Tous pluriel chez Tous Gallimard. les sports pro, quand tu es dans l'adolescence, était obligé de passer par là. Elles sont comme ça. Hein. Tu crois que le tennis, c'est comment Exactement, tout le de basket, suite. c'est Et pareil. ça, je l'ai vu de près. Je vais juste revenir sur un point sur la forme. J'en ai parlé hors antenne.
Mathieu, la forme qui est donc que tu as restitué ce que tu avais enregistré entre guillemets sous forme, on va dire, d'interview, de témoignage. Cette forme très parlée, comme disait Daniel, elle est vraiment très intéressante sur ce que ça veut démontrer, parce qu'on entend les gamins qui parlent, y compris avec les imperfections, avec les oublis, avec tout. Et je trouve que ce style très parlé, très étonnant au départ, mais finalement très fluide. Ça on déroule très facilement, on tourne très facilement les pages, est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur le foot intéressants, honnêtement. Il y a des livres sur le fond, sur des thèmes polémiques qui peuvent intéresser. Il y a des bios qui m'ont intéressé, comme celle de Patrice Evra, mais il y a beaucoup de bouquins un peu confiture. Et là, il y a à la fois le fond, qui évidemment, on va commencer à en parler, qui est intéressant, mais la forme donne beaucoup pour ça aussi. Ah super, merci. Ouais, j'ai voulu vraiment avec les interviews que j'ai fait pour les transformer en romans, en personnages, j'ai voulu être très fidèle à ce qu'ils m'avaient dit, c'est-à-dire les respecter, et ça passe par le langage. Donc voilà, je voulais vraiment leur rendre hommage dans ce livre, des personnes qui ont subi le milieu du foot, qui ont été mis dans un moule et qui en ont souffert. Je voulais vraiment les faire exister entièrement, qu'on les sente, quoi. Alors, je te disais, il y a beaucoup de thèmes qui sont intéressants sur l'évolution d'un jeune, finalement, dans une telle structure. Et le premier que tu mets beaucoup en avant, c'est finalement le fait que tu es un gamin différent. Et que ça, c'est un peu tous les mini-sportifs. Quand ils se lancent dans l'apprentissage de leur rêve, à savoir de devenir professionnels, ce sont des gamins différents de ceux qui sont dehors. Il y a vous qui êtes à l'intérieur, dans l'apprentissage, là, le centre de formation ou ceux qui font dans les sports-études et les machins, tu es différent, tu as une vie différente d'un gamin normal, je sais pas moi, de ton frère qui n'est pas dans une structure pareille, de ton cousin, de n'importe qui. Et c'est même pas simple d'avoir des amis qui ne sont pas dans le même moule. Et se crée une sorte de monde un peu parallèle. À fond. Il y a un truc très intéressant, c'est Rémi qui est dans le bouquin, Rémi Lasserie, qui maintenant est préparateur mental et tout ça. Il dit à la sortie, en fait, il savait même pas comment réserver le kiné. Quand il arrive au kiné, il lui demande de payer, il sait même pas comment payer le kiné. En fait, il sort de ce monde, il sait pas faire ses machines à laver. En fait, je reviens dans le truc. En fait, l'éducation n'est pas prise en charge, quoi. Ces gamins, ils sont hors du monde, ils savent pas comment faire. Très clairement. Après, il y a évidemment la concurrence. Ouais. Qui fait que tu es avec des gars qui sont là et qui sont censés être tes compagnons, tes amis, les mecs avec qui tu vis. Mais en fait, quand on sait qu'il n'y en a qu'une toute petite partie qui va atteindre le sommet, il y a forcément une espèce de concurrence qui... C'est un peu de la jungle, quoi. C'est un peu du chacun pour soi, finalement. Il faut se faire remarquer, il faut être le meilleur dans les matchs parce que tu sais très bien que vous n'allez pas tous y arriver, quoi. Ça, moi, je ne l'ai pas trop ressenti, ce truc-là, ce truc de compète. En fait, entre nous... Pourtant, ça transparaît un petit peu quand même. Tu es là, tu te dis, il faut que je sois bon, il faut que... Ouais, alors, en fait, surtout, moi, ce qui m'a fait plus souffrir, en fait, c'est les violences qu'il peut y avoir entre nous. Ah, mais c'est ça. Tu vois, pour moi, je mettais ça là-dedans. Ouais. C'est une concurrence humaine, c'est une concurrence dans les rapports humains qui sont durs, qui sont violents. Tu as le témoignage de Rémi qui dit qu'il ne veut pas trop se livrer auprès de toi, lui qui a vécu la préformation avant, et il ne veut pas trop s'ouvrir parce qu'il faut paraître fort, il faut être costaud pour pas se faire marcher dessus, quoi. Exactement. Parce que t'as une espèce de jungle. Moi, c'est ça c'est marquant dans le bouquin. T'as une espèce d'hyper-violence quand même tout au long que tu retrouves tout au long du bouquin. Sur les bijutages, t'en parlais, mais sur le fait de pouvoir qu'il y ait des gens qui puissent rentrer dans ta chambre à tout moment. Totalement. Qu'on puisse te taper tes affaires, tout ça. Totalement. Sur les livres. Piquer les matelas parce qu'il y a tout ce truc aussi des violences sexistes et sexuelles qui sont hyper importantes. C'est-à-dire que moi, je rentre de week-end, on m'a piqué mon matelas, des potes, pour faire venir une meuf, pour faire une sorte de tournante et tout ça. Et moi, je suis là, je vois ça, je fais. Et du coup, intrusion, ils m'ont piqué mon matelas. Enfin, voilà. Et pareil aussi, des sortes d'intrusions, même de la direction. Le directeur du centre de formation, si on vidait pas nos poubelles, il rentrait dans la chambre et vidait les poubelles au milieu et sur le lit. Donc en fait, même pour notre mental, en fait, nous, ça nous dévalue. Niveau de l'estime de nous, on n'est pas. C'est parce que t'as pas fait l'armée, ça. Moi, j'ai fait l'armée, j'ai vécu ces choses. Et moi, Daniel, t'as quel âge? 39. T'as 39. Bon, t'es un peu plus jeune que moi. Moi, j'ai vécu des années d'internat où j'ai vécu la même chose. Mais exactement. Mais c'est il n'y avait pas de foot. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que le foot, c'est les curseurs qui sont montés. Mais en fait, c'est l'éducation. Ça élargit sur l'éducation. Il y a un truc d'ailleurs. Il y a un truc. C'est ça qui est intéressant. Oui, ce qui est intéressant, tu dis bien sur la pension, c'est pas tout à fait pareil. Et il y a un truc qu'on ressent aussi beaucoup. La violence, on en a parlé à l'instant, violence réelle ou supposée ou mentale. Mais il y a aussi l'emploi du temps. Et la fatigue. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas pareil d'être sportif de haut niveau, parce que la différence, c'est quand tu vas au centre-ville pour aller faire tes cours, mais que tu as eu l'entraînement, que tu joues le week-end, que tu es à bloc tout le temps et que tu dois être à bloc tout le temps, physiquement, puisqu'on parle d'âge,
physiologiquement, j'ai envie de dire, c'est pas la même chose quand même. Quand psychiquement. et en préfo, puisqu'on parle aussi à d'autres moments du bouquin avec d'autres joueurs de la préfo, faut voir ce que ça représente. Et carrément. Et comme tu disais, Daniel, en fait, moi, quand je suis parti, j'ai dit c'était le service militaire. Ça m'a dégoûté. J'ai fait une forme de service militaire. Le samedi après-midi, on avait juste 4 heures, en fait. Et moi, je dis, on avait 4 heures de permission, quoi. Enfin, par semaine. En fait, 4 heures pour aller en ville. Ouais, c'est ça, en ville. Et du coup, il y avait ce truc aussi, une forme d'assignation collective aussi entre mecs. Déjà, on voyait pas beaucoup de meufs. Et du coup, on allait en ville. Oui, il y a des pour essayer passages avec les meufs qui sont, je sais pas si on peut en parler, mais c'est dur. Mais c'est la vérité. Et il arrivait que vous vous les prêtiez. Mais c'est ça. Et Thomas questionne. Ça crée des rapports un peu bizarres quand même avec les femmes. Hein. Totalement, mais complètement. Et enfin, je veux dire, nous, on n'est pas entourés pour ça aussi. On est isolés. On n'a pas la famille qui est là pour nous. L'institution ne surveille pas ce cadre. Nous n'êtes pas là-dedans. Et du coup, on sait pas comment faire avec les femmes. Quand il te le raconte dans le livre, quand l'éducation sexuelle se fait à travers des pornos que tu regardes collectivement en salle de classe, c'est compliqué. Dès l'âge de 13 ans. Et en plus, il y a une sorte d'assignation de ceux qui arrivent. En fait, il faut y aller. Il faut aller se masturber en fait collectivement. Il y a une assignation. Si tu le fais pas, t'es pas considéré. Donc l'éducation sexuelle, Thomas qui m'en a parlé, il m'a dit, moi je suis traumatisé encore maintenant par cette éducation sexuelle. Le rapport aux adultes, parce que tu parles beaucoup des rapports aux coachs, c'est intéressant parce qu'en fait c'est d'une violence totale. Donc quand tu sors de ta famille à 15 ans, tu arrives là, il n'y a pas d'affection, il y a pas de... C'est tout de suite, c'est marche ou crève, quoi. Et l'adulte te le fait sentir direct. Complètement. Je pense aussi, en fait, pendant l'écriture, au début, c'était un livre de vengeance. J'étais très en colère. Et pendant l'écriture, je me suis dit, mais en fait, le coach, malgré tout, il avait de la bonne volonté. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais il était débordé par sa fonction. L'institution lui fournissait une fonction dont il n'était pas capable d'assurer la mesure, quoi, très clairement. Et en fait, nous du coup, on subit ça. On subit ça quotidiennement, comme je disais, en fait, par des menaces, des humiliations, etc. Alors, qu'est-ce qui t'a fait craquer et que tu t'es dit, ben non, il faut que je parte d'ici? À Noël, ça revient dans plein de témoignages. En fait, à Noël, on rentre chez nous, on pleure. On pleure, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce que je fous là? Beaucoup d'entre nous avaient envie de partir. Hein. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont dit, ben vas-y, c'est ok. Il y a plein d'autres parents qui disent non, tu restes. Déjà parce qu'ils sont pas bons à l'école, il y a ce truc-là. Parfois les parents ont un rêve qui dépasse le rêve des gamins aussi. Et moi je suis parti parce que j'étais bon à l'école et je me suis dit non, moi je veux pas supporter ça. Et surtout je voyais les footballeurs pros en fait. C'est pour ça qu'il faut une mentalité au-dessus de la moyenne. Tu parles aussi de la mentalité qu'il faut. Et que beaucoup de pros, quand tu lis leurs interviews, ils parlent de la force, de la mentalité, de qu'est-ce qu'il leur a fallu pour y arriver. Et quand ils arrivent, souvent ils sont en acier après, quoi. Ouais, mais moi je discute même, ces pros qui réussissent, je discute ces méthodes violentes pour former des humains, quoi. Ouais, c'est souvent comme ça que les sportifs de haut niveau y arrivent. Hein. C'est une forme de centre de tri. Tous les sportifs de haut niveau, dans le foot, dans le tennis, dans le basket, c'est des personnalités qui sont pas comme nous. Hein. Et quand tu parles avec eux, tu le vois bien qu'ils sont pas comme nous. Et il y a une phrase que tu supportes pas et qui peut-être venait du fait que il t'arrivait d'avoir envie de te plaindre. Et que tu ne pouvais pas le faire parce que ce que tu entendais souvent, c'est « Oh, t'as de la chance quand même, non ?» Et cette phrase, tu pouvais pas la saquer. Quand on te disait « T'as de la chance », et en gros, t'es au centre de formation, tu vas peut-être devenir pro, c'est formidable. Et ça, tu supportes pas qu'on te dise ça parce qu'en gros, c'est comme si on t'empêchait de dire « Ouais, mais bon, la semaine dernière, ça a été un petit peu dur » ou tel coach, il est un peu relou, il est un peu chiant. En gros, il fallait juste fermer ta gueule parce que t'avais de la chance. C'est ça. Si t'avais pu t'exprimer peut-être un peu, t'aurais pas là, toute cette ce serait colère. bien qu'il puisse s'exprimer, justement. Totalement. Non, mais c'est clair que déjà, on est des hommes. Les constructions masculines, on sait qu'on a plus de mal à s'exprimer. Et en plus, on est dans un milieu qui ne favorise pas l'expression. On n'avait pas de psychologue, nous, par exemple. On parlait à personne. Même à mes parents, je savais pas trop leur dire que ça allait pas. Et les potes nous disent « Ah ouais, mais t'as trop de chance. » Enfin, tout le monde veut être footballeur. Donc tu penses qu'en fait, t'as pas le droit de te plaindre, comme tu dis, Daniel. Donc c'est très compliqué. Moi, il y a un truc très important que je tiens à dire, tu vois, sur les parents qui laissent les gamins aller dans ces centres de formation. Le rêve, de toute façon, il est là. Mais surtout, le plus important, c'est de garder la communication avec les gamins. Les parents, il faut absolument qu'ils gardent la communication et surtout qu'ils soient vigilants face à l'institution. Il faut défier l'institution. Il faut essayer de changer l'institution. Il faut sans cesse mettre le nez dans l'institution, pas le confier comme ça au centre de formation en disant non, ça va être parfait. Parce qu'il y a beaucoup d'omerta. Il y a beaucoup de centres de formation désormais qui disent nous on ne prend plus d'enfants, en tout cas à un certain âge, s'ils n'habitent pas à 100 km. C'est une règle aujourd'hui. Oui, c'est une règle. La préformation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ton avec les règles. Les règles mais souvent, en préfo, pas en formation, les gars. De 13 à 15 ans. À 15 ans, après, c'est porte ouverte. Ouais. Bon.
Mais c'est déjà, donc ça, c'est déjà un peut-être progrès une piste. énorme Évidemment. par tout ce qu'on disait. Il y Là, a eu beaucoup par rapport à son Ouais, époque. ouais. Il y a quand même Totalement. beaucoup. Et je pense qu'il y a On a des- fait gaffe à beaucoup de Non, choses. mais il y a Les des psychologues tas de aussi gens- qui sont entrés il y a dans le des tas sport. de gens, Absolument. puisque je parlais il y a le classement de centres de formation, tu sais, qui paraît chaque année. Les 3 premiers, c'est Rennes, Monaco, Lyon. Je sais plus à peu près dans quel ordre. Je sais que Rennes était premier l'an dernier. Hein, Et Paris, que- ils sont pas dans les 3 premiers, ça m'étonnerait. quand même. Non, je crois pas. Avec tout ce qu'ils ont comme Non, non. travail de ce formation. ce classement, il est très intéressant parce qu'il prend en compte tous les critères, y compris les critères scolaires et les critères d'accompagnement. Donc, c'est intéressant de voir que eux qui nous écoutent, peut-être qu'ils te diront, comme dit Daniel, nous, ça fait des années qu'on travaille sur ça, et effectivement, sur le fait de prendre des jeunes. Rennes, Pas PSG, loin. Monaco, Lyon, le classement. Ah, PSG pardon, deuxième. quand même. t'as raison, ouais, excuse-moi. Mais en tout cas, voilà, ces centres de formation, faut les citer parce que le fait qu'ils soient en tête, c'est aussi sur des critères d'accompagnement, de proximité, et Évidemment. où les parents te disent, par exemple, je le sais, c'est le cas pour Meïté à Rennes, là, quand il a choisi Rennes, c'est parce que le travail du centre de formation et des formateurs avec la famille a été très important, de rencontres multiples et variées, qui a fait qu'il n'est pas allé ailleurs qu'à Rennes. Donc, en l'occurrence, il faut le dire aussi, il y a, je pense, la prise en compte de tout ce que tu as vécu négativement qui a dû être fait aussi et Et à débriefé son dans époque, d'autres tu n'étais centres. pas le seul. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont souffert de ça. Il y avait vraiment un gros point noir. Heureusement, des choses ont évolué. Ouais. Après, juste tu disais, Gilbert, sur le rapport aux adultes, et notamment au coach, toi tu estimais, tu le dis dans le bouquin, que tu ne te battais pas forcément contre les autres du centre de formation, mais contre ton coach. Oui, tout à fait. J'avais t'en es peur de rendu jouer. compte On Ah, avait peur. Il nous foutait trop de pression. Je me rappelle, au moment où on va à Bastia, on était Encore ça, tu racontes. Toi. ouais, Ah assommé ouais, de le truc à pression. Bastia, C'est fou. Surtout que j'avais pris un carton contre un des joueurs de Bastia à domicile. En fait, le coach, moi je vais pour m'excuser à la fin du match, le coach il fait non, surtout va pas t'excuser et tout ça. Il flippait déjà pour la rencontre extérieure que ça s'envenime quoi. D'ailleurs, Bastia, c'est très intéressant. J'ai rencontré après le livre un gars qui s'appelle Samuel Molina, qui lui est au centre de formation de Bastia et qui avait été recruté par pour l'équipe de France jeune. Et en fait, Bastia lui a caché qu'il avait été appelé par l'équipe de France jeune. Samuel Molina l'a appris qu'un an plus tard, quand il y allait. Et l'équipe de France. Et c'est pas Pourquoi elle y est pas dans le bouquin l'histoire. Elle y est passée là, ça. Parce qu'il y en a une autre où Rampillon dit c'était à qui Antonin. ça À Antonin. À Antonin, voilà. Exactement. Et dans le bouquin, il y a ça aussi. En fait, il découvre, la mère d'Antonin la découvre qu'en fait son fils aurait dû être sélectionné en équipe de France parce que Rampillon lui dit alors comment s'est passée la sélection parce qu'il l'avait vu passer, mais en fait il l'avait squeezé après des listes. je me souviens de l'histoire. Ouais. C'est ça, pour Geoffrey Jourdain, apparemment. C'était C'est Jourdain. quoi la prenait sa raison place. du cas à Bastia dont tu parles là Selon Samuel Molina, parce qu'il a jamais vraiment su, c'était qu'en fait, il voulait le garder pour les matchs de championnat et le garder pour les matchs et pas l'emmener jouer en équipe de France. Il voulait le préserver. Bah, tu vois, c'est comme les affaires qu'on a eues récemment avec les clubs et les sélections. Et ça, c'est hallucinant parce que tu infantilises le gamin, tu lui mens, tu le considères pas quoi. Si demain tu as des enfants, un fils qui se révèle être un bon footballeur et qui est pris dans une formation, tu lui diras jamais de la vie ou... Pas du tout. Franchement, déjà, ça me poserait de gros problèmes, on va dire. Mais je pense que, puis après avoir discuté, après plein de rencontres avec des Lui parents, donnerait et le tout ça, bouquin comme ça, tiens, lis le bouquin avant d'y aller. lis ça, exactement. Puis on en discute après. Fais-moi un résumé. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un truc très important, c'est le rêve. Alors, dans le livre aussi, j'analyse comment le rêve naît en nous. On pense tous que le rêve, c'est quelque chose de naïf qui vient du fin fond de nous-mêmes, mais en fait, c'est influencé par la société qui nous entoure. Moi, je parle dans le livre, les étoiles Ligue des Champions, la publicité Ligue des Champions avant le match OM Milan AC 93. Moi, c'est des choses qui m'ont fait rêver, qui m'ont créé ce rêve. Donc déjà, il y a ce rêve aussi qui est à discuter. D'où vient-il quoi, ce Rêve dans lequel il y a une part d'argent, t'en parles aussi. Totalement, de devenir un champion. Oui. C'est bizarre ce truc il faut gagner contre tout le monde, devenir un champion, devenir un héros. Il y a d'autres manières de rêver aussi quoi. Enfin bref, déjà ça. Et puis donc je dirais, voilà, bon, il y a ce rêve, mais le rêve quand il est là, il faut en prendre soin. Et surtout, j'essaierai avec mon gamin de discuter de plein de choses, de prendre conscience de plein de manières, et surtout d'être présent, de m'immiscer. Vraiment, hein, moi je le dis, de m'immiscer dans l'institution dans laquelle je confie mon gamin. Voilà, être là, discuter, remettre en question. Si je vois des pratiques d'humiliation, aller discuter avec l'entraîneur, aller discuter avec la direction. Faut y aller, c'est ton gamin, quoi. C'est pas parce que c'est une institution respectueuse de je sais pas quoi qui gagne des championnats que tu peux pas la discuter. Il faut être là, faut être présent. T'as un gamin, tu t'occupes de lui jusqu'au bout. Voilà. Dans un instant, on va élargir la discussion avec une association qui essaie justement de réinsérer dans le football ces jeunes qui se font sortir des centres de formation. On continue la discussion donc avec Mathieu Tulissi Gabar également, dont je rappelle le bouquin parce qu'on nous le demande là sur WhatsApp. Quel est le titre du bouquin? Je l'ai déjà donné plein de fois. Footboy au pluriel. Quoi, tu c'est dis pas Gallimard. Footboys Oui, je devrais dire Footboys, tu as raison. Je sais pas, tu as totalement raison, c'est aberrant.
Merci Florent. Non mais tu football au pluriel, je me qui suis demandé. personnifie sur Mathieu qui est Oui, là, merci, ça. merci. Ouais. Parce que moi, je sais pas, à chaque fois, je disais moi-même dans ma tête football en fait. Mais bon, c'est footboys, tu as raison.